C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce cadre magnifique du Quai des Savoirs. On est en formation Agora et spécifiquement pour cette séquence, on vous invite à poser vos questions via menti.com et le code 5602 35 04 ou le QR code. Car effectivement, cette séquence, on l'a appelée le train et ses petits secrets. Posez toutes vos questions à la SNCF. Bucolique, hyper rapide, novateur ou suranné, le train français est tout cela à la fois. Alors qu'il n'a jamais été aussi prisé, le train évolue, tente de réduire les distances et de s'adapter à la nouvelle donne climatique. Mais comment faire pour qu'il ne se transforme pas en un bien luxueux? On en parle tout de suite avec Christophe Aniché, PDG de SNCF Voyageurs, qui sera avec nous par le truchement de la visioconférence. Et en chair et en os, c'est Christophe Onodibio, écrivain et directeur adjoint de la rédaction du Point, qui me rejoint sur scène. Sous applaudissements, mesdames et messieurs. Bonsoir Christophe Aniché. Bonsoir. Ah, je vous entends mal. On va commencer, puis on va régler les petits problèmes. Alors, le train et ses petits secrets, comme l'a dit Boris, je voudrais commencer par vous demander, puisqu'on a la chance de vous avoir, pourquoi est-ce que le train excite autant notre imaginaire ? On se retrouve un peu comme l'an dernier avec Étienne sur cette question de l'imaginaire. Tout simplement parce que le train, c'est le moyen qui vous permet d'aller vers ce que vous souhaitez le plus. Souvent, c'est les vacances. Pour nous, un grand nombre de nos voyageurs de longue distance, c'est pour aller en vacances. Et puis, pour les autres, c'est rejoindre son conjoint, c'est aller au spectacle. On se dit que quand on est dans le train, ça y est, on y est, on va vers la chose désirée qui sera au bout de la ligne, tout simplement. Et on le voit, je vais vous dire un petit secret, un film sur 3 qui est tourné en France, il y a un train ou une gare. C'est bien la preuve que cet imaginaire, on le retrouve dans le cinéma, et je ne vous ferai pas l'audace de vous citer l'ensemble des livres qui parlent de train. Quel est votre secret de train, puisque le train et ses petits secrets? Est-ce que vous avez, vous, un secret, une anecdote, un souvenir particulier lié au train, en dehors évidemment de votre métier, mais peut-être lié à votre métier, qui sait? Je vais vous donner un souvenir de mon métier. Quand je suis rentré dans notre belle entreprise en 2008, la chose que l'on m'a dite, pour que tu comprennes ce qu'est le train, il faut que tu fasses chacun de ces métiers. Et j'ai eu la chance d'être parmi les contrôleurs du quotidien. C'était entre Paris et Orléans, par exemple, de passer une journée avec eux, de rencontrer les Français qui allaient soit au boulot, à l'école, à un spectacle. Et puis, j'ai eu surtout la chance de faire un aller-retour dans une cabine TGV avec le conducteur entre Paris et Nantes. On est partis ensemble. On a mangé un petit bout à la brasserie de la gare, rien de très original, et puis on est revenu. Et là, ça m'a permis de voir l'ensemble de la dimension du ferroviaire. En cabine, celui qui a conduit tous nos voyageurs vers cet imaginaire dont vous parliez. Et puis, tout simplement, la vie au quotidien de nos 70 000 cheminots qui, tous les jours, permettent à près de 5 millions de Français de prendre le train. Et donc, voilà le petit imaginaire que je peux vous donner. Et même avec les contrôleurs. Alors, donc, en fait, les voyageurs ont été contrôlés par le PDG de SNCF Voyageurs. Et il ne le savait pas. Non, non, parce qu'il faut des habilitations pour contrôler, il faut être assermenté. Et je n'avais pas suivi la formation, donc j'accompagnais l'équipe, mais je n'ai contrôlé personne. Voilà, en tout cas, voilà, ceux qui m'aiment prendront le train, comme disait justement un titre d'un très beau film. Une petite question quand même, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent récemment, rapportées par nos confrères parfois. En Europe, voyager en train coûterait plus cher que l'avion, dans une grande majorité des cas. En France, ce serait 2,6 fois.
Comment expliquer ça alors que le train a vocation à être peut-être le transport durable du XXIe siècle, puisque c'est le moins polluant? Alors, c'est à la fois la question basique, hein, le prix du train, et la Oui, mais elle question revient. Ouais. à laquelle il est toujours difficile de répondre. D'abord, je pense que lorsqu'on parle de train, il faut comparer des choses comparables. Moi, ce que je peux vous dire déjà, c'est que 90% des trains que nous faisons circuler tous les jours, nous, SNCF Voyageurs, ce sont des trains du quotidien. C'est 6000 Transiliens, donc tous les trains d'Île-de-France, et c'est un peu plus de 8000 TER. Et puis, on fait circuler effectivement entre 500 et 700 TGV et une centaine d'intercités, dont les trains de nuit. Aujourd'hui, sur les derniers, c'est-à-dire les trains de longue distance, un billet sur deux est à moins de 45 euros. Moi, je mets au défi de regarder en moyenne le prix d'un transport en France, d'un autre mode qui soit à 45 euros en moyenne. Mais au-delà de ce combat de chiffres, moi, je pense que ce qui est le plus important de retenir, c'est que les Français, au-delà de ce prix, ils plébiscitent le train. Rien qu'en région, entre 2019 et cette année, on a un voyageur sur 3 de plus. Donc il y a un véritable engouement de train. D'abord parce que c'est l'occasion de réconcilier son budget, son envie, et je dirais l'écologie tout simplement. Donc oui, on parle beaucoup du prix du billet du train, mais aujourd'hui, on le voit bien à chaque fois qu'on ouvre des ventes, soit pour Noël, soit pour la neige, on a un pic d'activité parce que les Français prennent le train. Alors c'est vrai que ceux qui parlent beaucoup du prix du train, ce sont ceux généralement qui prennent leur billet au dernier moment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui savent un peu anticiper, si j'étais coquin avec vous, la date de Noël, cette année, ça sera le 25 décembre, ils le savaient dès le 6 octobre et ils sont venus le jour d'ouverture des ventes. Et eux ont eu des bons prix, c'est vrai. Est-ce que le train est moins cher ailleurs qu'en France? Alors, le train, c'est quoi le prix d'un billet de train? C'est très simple. C'est effectivement ce que fait l'opérateur ferroviaire, c'est-à-dire SNC Voyageurs, mais c'est aussi le prix que vous payez pour circuler sur les rails ou de vous arrêter dans une gare. En France, la décision qui a été prise sur les longues distances, c'est que le prix était payé 100% par le voyageur. Dans d'autres pays voisins, l'Italie par exemple, ou l'Espagne, ce prix pour circuler sur le rail peut être 20, 30 ou 40% moins cher. Donc effectivement, lorsque vous payez moins le rail, vous avez un meilleur prix pour le voyageur. Je donne un exemple très concret. En France, vous ne payez pas la route. C'est les contribuables qui la payent. Eh bien, en France, c'est le voyageur qui paye 100% sur les longues distances le rail. Eh bien, ce n'est pas le cas en Espagne, ce n'est pas le cas en Italie. C'est une politique publique qui a décidé de cela. En revanche, sur le train régional, que ce soit l'Île-de-France ou les autres régions, vous avez un prix qui est extrêmement compétitif. Tout simplement parce que les régions, et en particulier chez vous à Toulouse, en Occitanie, Carole Delga a décidé de faire du train véritablement la colonne vertébrale de toutes les mobilités de ses concitoyens. Et c'est un très très gros succès. Si je regarde ce qui s'est passé entre 2019 et 2023, plus de 50% de voyageurs en plus. Donc quand on a une politique de mobilité attractive, que le train est le moyen le plus écologique qui existe pour se déplacer, eh bien les Français le prennent et on peut dire que l'Occitanie, comme pas mal de régions, ont un des meilleurs prix d'Europe pour se déplacer en train. Puisqu'on est à Futurapolis, un événement qui essaie de définir un peu, de dessiner les grandes lignes de l'avenir, qu'est-ce que c'est l'avenir du train? Est-ce qu'on va avoir des trains encore plus rapides, offrant encore plus de services? Qu'est-ce que vous avez prévu, Christophe Fanichet, là-dessus, pour nous faire encore plus rêver à des trains et des voyages en train? Je vais peut-être être un tout petit peu déceptif, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire les magnifiques images que vous avez la gentillesse de passer à chaque fois que je prends la parole en ce moment, avec des images extrêmement magnifiques de trains, je dirais même magnifiés. Non, l'avenir du train, je pense que d'abord, c'est plus de trains. C'est plus d'offres, parce que c'est ce que attendent aujourd'hui les Français. Ils l'attendent en région, par exemple, c'est ce que l'on fait avec
la volonté des RER métropolitains. Si on regarde juste ce qui se passe, jusqu'au siècle dernier, il y avait 2 trains. Il y avait de façon massive, il y avait la longue distance avec les TGV et il y avait le RER en Île-de-France. Et puis il y avait des TER. Ben, il faut que nous arrivions à proposer dans les métropoles, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, dans une vingtaine de métropoles en France, la possibilité d'avoir plus de trains pour... notre combat à nous, c'est que les Français puissent abandonner leur deuxième voiture. Pas leur première, parce qu'on en a absolument besoin, mais leur deuxième voiture. Et ça, alors ça fait pas rêver, sauf que lorsque vous regarderez dans 10 ans le bilan carbone des Français, il aura diminué grâce à cette politique publique qui est voulue par toutes les régions, en particulier par Carole Delga sur votre territoire. Après, sur la longue distance, pour être sincère avec vous, 320 km/h, c'est suffisant. Plus, d'abord, ça demande une technologie complètement différente et ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Moi, je pense que sur ces sujets-là, on ne va pas faire beaucoup plus. En revanche, il faut qu'on fasse plus de services. Comment on va pouvoir avoir un meilleur service, y compris à la place, en particulier dans nos TGV premium? Parce que c'est ce qui est demandé. Il faut qu'on puisse... Le train est un des rares endroits où tout le monde se côtoie. Le PDG et, je dirais, l'enfant qui va faire ses études. Eh bien, il faut pour autant, l'un et l'autre n'ont pas besoin du même service. De plus, en plus, ils ont les mêmes basiques, le Wi-Fi, la prise, etc. Mais il y a d'autres choses qu'il faut que nous ayons. Moi, je pense que l'avenir, et ce qui doit nous faire rêver, je pense, c'est le train en Europe. Il faut que le train arrive à conquérir l'Europe. Il existe, les rails existent, mais aujourd'hui, il est trop cher dans son contexte européen. Pour autant, nous avons une liaison entre, par exemple, Paris et Barcelone. De plus en plus de Français font Paris-Barcelone, même si c'est 7 heures de train. Et vous l'avez vu, le renouveau et l'envie de train, et en particulier de train de nuit, Justement, par exemple, ce qui est développé par le ministre des Transports, Clément Beaune, qui veut absolument, et nous y souscrivons, plus de trains de nuit. Et je pense qu'il faut plus de trains de nuit pour l'Europe. On va ouvrir le 11 décembre la liaison Paris-Berlin en train de nuit. Pour moi, au moment où nous nous posions la question de l'écologie, d'émettre moins de carbone, eh bien, nous, on a un rôle, c'est d'être présent à ce rendez-vous, et en particulier, le train de nuit, c'est les longues distances. Et donc, on va le faire comme ça. Voilà, je profite. Effectivement, et quand on parle d'imaginaire, le train de nuit, évidemment, a une place cruciale. Combien de films, combien de romans, combien d'histoires d'amour ont commencé parfois dans les trains de nuit. Moi, je pensais que vous aviez peu à peu renoncé au train de nuit, mais ça reprend, on peut y croire vraiment. Je crois que les lignes n'étaient pas assez rentables, qu'avec le Paris-Nice, je crois, qui fonctionnait. Mais non, en fait, vous nous annoncez une bonne nouvelle. On va pouvoir rêver à des trains de nuit encore. Vous allez pouvoir rêver allongé dans un train de nuit, c'est sûr. Non, je vais tordre le cou du principe de la rentabilité. Un train de nuit, c'est comme un TER. C'est une politique publique. Et parce qu'on veut aménager le territoire. Et donc, il faut un complément parce que, effectivement, un train de nuit, je vous donne un exemple très concret, un train de nuit, il est vendu qu'une seule fois. La couchette, elle est vendue, pour prendre l'exemple très concret, entre Paris et Berlin. Un TGV, un siège, il est vendu 3, 4, même peut-être 5 fois. Et donc, vous trouvez une rentabilité sur le nombre de voyageurs que vous avez. Ce n'est pas le cas du train de nuit. Le train de nuit, il est vendu qu'une seule fois. Un TER, par exemple, lorsque vous prenez un billet TER en Occitanie, vous ne payez que 25% du prix que coûte ce train. Et la région accompagne avec 75%. Eh bien, dans les trains de nuit, le Paris-Nice dont vous parliez, aujourd'hui, nous touchons une contribution de l'État qui vient compenser le déficit du train. Mais pour autant, il est plébiscité puisque cet été, on a eu plus de 200 000 Français qui ont pris le train de nuit et c'est 20% de plus que l'an dernier. Donc oui, il y a un vrai engouement à prendre le train de nuit et nous, on est prêts à accompagner ce mouvement. La question qui est devant nous, c'est qu'il faut que nous trouvions des constructeurs qui veuillent bien construire des voitures de train de nuit. Et aujourd'hui, il n'y a que les Autrichiens qui le font. Et c'est un marché qui devient un peu difficile pour pouvoir mettre plus de trains de nuit en Europe. Après Paris-Berlin, est-ce que vous pouvez nous annoncer une autre bonne nouvelle, justement, sur les trains de nuit, d'autres destinations
européenne aussi à faire en prenant aussi, en savourant d'autres expériences. Parce que qui dit train de nuit dit aussi expérience absolument maximale du train et du temps qui s'écoule. Et ça aussi, ça a un coût. Et les gens sont peut-être prêts à le mettre, justement, ce prix. Alors, j'aimerais bien que les Français soient prêts à mettre le prix pour ce train. Non, on va inaugurer également la semaine prochaine, par exemple, le Paris-Aurillac, qui était très attendu. Vous voyez, c'est un train, typiquement, qui est un train qui lui aussi participe à l'aménagement du territoire. Toutes les villes en France n'ont pas le TGV. C'est vrai. Eh bien, il faut que nous ayons des réponses à ces questions-là, et parfois le train de nuit est la bonne réponse. Donc oui, c'est indispensable qu'on continue à faire grandir le train. Vous aviez raison, il y a moins de 10 ans, on était plutôt en train de paupériser le train, de mettre moins de trains. Eh bien, en ce moment, c'est tout le contraire. On va même jusqu'à inventer des petits mobiles que vous avez peut-être déjà vus en maquette, qui permettent de faire les derniers kilomètres avec des trains tout petits qui peuvent aller jusqu'à des capsules qu'on appelle flexi, qui permettent tout simplement de passer du rail à la route, parce que dans les zones moins denses, il faut qu'on puisse répondre là encore à des véhicules écologiques. Donc oui, il y a une véritable innovation sur l'ensemble de nos sujets. Boris. Oui, je vous propose qu'on prenne les questions que le public a posées. Je vais demander à mes amis de la régie de nous les projeter dans l'écran devant nous. Alors, Daniel nous demande, serait-il envisageable de prendre un abonnement illimité au train? C'est vrai qu'on en a entendu parler dans d'autres pays européens. Faisable, Allemagne, pas faisable, notamment. en Allemagne notamment. Ça doit être, là encore, vous l'avez dit, sponsorisé par des politiques publiques. Ça doit être subventionné. Est-ce que ce serait envisageable? Ah non seulement c'est envisageable, mais c'est la volonté du politique public de faire cela. Vous avez entendu Clément Beaune souhaiter que, avec l'ensemble des régions, il puisse y avoir un abonnement unique qui permette, pour 49 €, de vous proposer de pouvoir vous déplacer partout en France pour 49 € en TER et en intercité. C'est un travail qui est mené par le ministre avec l'ensemble des régions de France, de telle façon à justement avoir un peu comme un forfait mobile. À 49 € par mois, vous pourriez vous déplacer dans votre TER et dans votre région, mais dans la région de la côté ou tout simplement dans toutes les régions. C'est une expérimentation qu'on avait fait, nous, pour SNCF Voyageurs en 2020 et 2021, en sortie de Covid. J'avais pris la décision qu'il fallait aider les jeunes à reprendre une mobilité après avoir été largement. Et cette proposition, c'est les régions qui l'ont adoptée, qui ont bien voulu la faire. Et on avait un abonnement pour 1 mois ou pour 2 mois qui permettait à des jeunes de prendre tous les TER de France. Donc oui, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est une idée qui est proposée par Clément Beaune, que je crois vous allez voir prochainement. Donc demain, nous, on est là. Demain midi, il sera là. Oui. Là demain, vous lui direz, vous pouvez lui reprendre ce point-là. Nous, on est là pour trouver les solutions techniques. Et je sais qu'il doit trouver un accord et des travaux sont faits. Je le sais parce que je travaille dans toutes les régions pour pouvoir répondre à cette question-là. Mais Christophe Paniché, est-ce que toutes les régions jouent le jeu dans ces négociations actuelles sur ce forfait illimité? Alors, je crois que vous avez une bonne question qui sera parfaite pour demain. De votre côté, tout est en ordre. On a compris qu'il fallait se mettre en ordre de marche du côté des politiques. Pourquoi le fret ne marche pas en France, même si dans certains cas des investissements ont été faits? Et pourquoi ne pas appliquer le business model des low-cost aériennes de mixer passagers et fret? Question du public. Alors, je vais commencer par la deuxième. Mixer du passager et du fret, autant c'est faisable sur l'aérien dans lequel vous enlevez l'ensemble des sièges la nuit pour pouvoir mettre du fret à la place. Nous, une fois que les sièges y sont installés, on ne sait pas les enlever. Les seuls moments où on modifie les sièges dans un train, un TER en particulier, c'est pour pouvoir accueillir, par exemple l'été en Bretagne, plus de vélos. Voilà ce qu'on est capable de faire et les modifications qu'on est capable de faire entre train train de voyageurs et train de fret. Pourquoi le fret ne marche pas de la même façon en France qu'ailleurs en Europe? Là, pareil, décision d'une politique publique un peu différente. Vous avez des politiques publiques en Autriche ou en Allemagne qui sont plus incitatives. Et le mot incitatif veut dire
subventionner pour permettre à ce que le ferroviaire soit un mode moins cher, soit directement, soit indirectement. Si vous regardez en Suisse, c'est les camions qui payent plus cher, mais c'est une question que je crois nous nous étions posée il y a quelques temps et quelques bonnets rouges sont sortis et ça a amené à quelques difficultés que nous connaissons tous. Je rappelle que ces péages qu'il y avait sur les autoroutes pour les poids lourds auraient ramené plus d'1 milliard d'euros par an sur le mode ferroviaire et en particulier sur le fret. Donc je pense que c'est une volonté politique, mais on le voit par exemple dans les régions enclavées, le fret ferroviaire et en particulier de longue distance est plébiscité. Et c'est un sujet sur lequel là aussi nous travaillons, mais ce n'est pas moi comme meilleur expert qui pourra vous donner plus de compléments. Vous mentionniez tout à l'heure un prix moyen de 45 € par voyage. Mais dans cette moyenne, quelle est la répartition des voyages pour les longues distances, les RER et les TER? Et la question se termine par les longs trajets restent onéreux. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le 40 € en moyenne, c'est uniquement la longue distance. Lorsque je prends tous les trains à grande vitesse, je divise mon chiffre d'affaires par le nombre de trains qui ont circulé et on arrive à la moyenne inférieure de 45 €. Et je peux même vous dire un peu plus, c'est le prix qui a sans doute le moins augmenté si vous le comparez par rapport au prix de l'inflation sur la même période, puisque le prix de l'inflation, si vous regardez rien que celui de l'an dernier, nos prix auront augmenté de 5%. J'invite les spectateurs ou les internautes qui nous suivent de regarder de combien l'inflation a augmenté le prix de l'hôtellerie, le prix d'autres moyens de transport. Je pense qu'on a réussi à être raisonnable pour une seule raison, la vocation d'une entreprise comme la nôtre, c'est d'être accessible au plus grand nombre. Donc voilà, donc c'est 45 € en moyenne, mais il faut bénéficier d'une seule chose, anticiper. Et puis, si vous ne l'avez pas encore, ça va me faire ma page de promotion, prendre la carte avantage qui vous permet de plafonner les prix. Il n'y a pas une autre entreprise en Europe ou dans le monde qui vous dise que, quelle que soit la date, jour et l'heure, au maximum, pour un trajet d'1h30, vous ne paierez pas plus de 49 €. Dernière question par Jonathan. Serait-il envisageable de mettre en place des partenariats avec la Renfe, Trenitalia, Thalys, afin de voyager partout en Europe via un abonnement? Peut-être que ça existe déjà, vous allez nous le dire. Alors, ça dépend quel âge vous avez, mais sinon, il y a un pass-rail. Alors, pas pour nous. Nous, non, on est hors... Nous, c'est cuit, là. Voilà, on est hors limite. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je vous vois très, très jeune, en tout cas depuis Paris. C'est un filtre, alors, on a mis un filtre. Est-ce qu'il y a des partenariats? D'abord, il y a deux, entre guillemets, il y a deux Europes sur le train, en tout cas vu par moi. Il y a l'Europe du Nord, dans laquelle on est en partenariat avec à peu près toutes les compagnies ferroviaires. D'abord, on a Eurostar au sein de SNCF Voyageurs. C'est SNCF Voyageurs qui opère Eurostar. Et on a fusionné avec Thalys, donc ça, c'est SNCF Voyageurs qui le fait. Mais on opère aussi avec la Deutsche Bahn, dans un produit qui s'appelle Aleo, qui nous permet de l'un et l'autre d'aller en Allemagne ou en France respectivement. D'ailleurs, le train de nuit que nous allons faire pas plus tard que dans 15 jours, c'est un partenariat avec les OBB, c'est-à-dire les Autrichiens, la Deutsche Bahn. On est globalement avec l'Europe du Nord en partenariat, c'est-à-dire que systématiquement, on regarde comment on fait des trains ensemble. En revanche, avec l'Europe du Sud, ça marche différemment, je ne qualifierai pas, mais on est en concurrence. Donc Trenitalia, aujourd'hui, opère, et ça n'a échappé à personne, entre Milan et Paris, avec 5 allers-retours. Aujourd'hui, la Renfe est en train d'arriver en Occitanie, et c'est très bien. Moi, je me félicite qu'il y ait d'autres opérateurs qui interviennent sur le territoire français. Et par ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de voyageurs. Et donc, en tant que patron d'entreprise, je n'ai pas perdu de clients, tout simplement parce qu'il y a plus d'appétit de train. Et donc, ils prennent la Renfe ou ils prennent Trenitalia. Et moi, comme je le dis souvent, on me dit « Ah oui, mais alors, vous n'êtes pas content de l'arrivée de la concurrence ?» C'est archi faux. Moi, je connais très bien mes homologues de toutes les compagnies ferroviaires. Et à chaque fois, c'est un bienvenu. Et ce bienvenu se traduit par véritablement des preuves. Il n'a échappé à personne qu'il y a eu un éboulement dans la vallée de la Maurienne.
Eh bien, aujourd'hui, Trenitalia, qui entretenait tous ses matériels roulants à Milan, eh bien, j'ai ouvert les ateliers de SNCF Voyageurs pour que Trenitalia puisse entretenir ses matériels roulants en France et continuer à faire la liaison Paris-Lyon. Et ça me semble normal. Il y a une véritable solidarité. Et je dirais, oui, on est concurrents, mais on est très souvent, on est plus souvent solidaires que concurrents parce que, je dirais, on a chevillé au corps l'envie d'avoir toujours plus de passagers ferroviaires parce que c'est notre ADN commun de nos grandes entreprises. Oui, juste pour terminer, merci beaucoup Christophe Fanichet. Donc on voit que l'Europe se construit aussi par le train. Pour le Paris-Berlin, donc train de nuit, on part à quelle heure? On arrive à quelle heure à Berlin? Ça donne très envie. Alors l'horaire exact de mémoire, moi je dirais qu'on part autour de 19h de Berlin et on doit arriver aux alentours de 10h ou 10h30. Voilà. Merveilleux. C'est juste pour que vous allez surtout connaître la durée. La durée du train, c'est autour de 13 heures de voyage. Très bien. Merci beaucoup. Tous à Berlin. Et voilà, rendez-vous à Berlin. Merci encore, on vous applaudit. Merci. Merci à vous pour vos questions. On se retrouve dans quelques instants pour un sujet toujours aussi brûlant, le nucléaire et plus largement la réindustrialisation de la France qui manque cruellement d'ingénieurs. À tout de suite.